Chut! Taisez-vous, l'opération est délicate. Ma passion pour les automates anciens est venue parce que j'aime les choses anciennes. Depuis longtemps, je collectionnais des choses anciennes et j'ai commencé par de la musique mécanique. Et j'ai découvert, en allant acheter un instrument de musique mécanique à Chartres, j'ai participé à une vente aux enchères et j'ai été émerveillé de voir tous ces objets en mouvement, tous ces objets qui ressemblent à des êtres humains. Et ensuite, je me suis offert un Vichy qui était lui fort malade, et donc je l'ai restauré et je l'ai fait revivre. Et là, c'était un petit homme qui escamote une souris et un chat, qui est perché sur un tabouret, et là, je l'ai fait revivre complètement. D'année en année, ma collection a grandi parce que j'allais à Chartres où après je connaissais des experts et qui m'appelaient quand ils avaient quelque chose, un bel objet à vendre, et bien souvent plutôt en mauvais état que des beaux objets qui fonctionnent, parce qu'on peut les acheter plus facilement. Et ensuite, les restaurer, travailler et les refaire vivre. C'est toute la famille, tous les petits bébés, revivent, reprennent vie. C'est mes bébés parce que c'est des petits êtres, bon il y en a des un peu plus grands, mais j'en ai pas encore un à l'échelle humaine. Ce sont des bébés qui sont de 1860 à 1914 à peu près, quand il y a eu ces fameuses guerres, et qui ont détruit beaucoup d'objets. Les automates sont des objets qui ont été créés il y a de très longue date. La plupart de ces objets, les plus beaux d'ailleurs, étaient fabriqués à Paris, dans le quartier du Marais. On retrouvait Vichy, on retrouvait Lambert, on retrouvait Descamps. Avant, il y avait eu Phalibois et d'autres. Et avant, bien sûr, il y avait Robert Houdin, des grands maîtres qui étaient au départ des horlogers.
Et ensuite, les artisans qui se sont mis à fabriquer ces objets, ces automates qui étaient plus à la portée du public, parce que les grands automates avant c'était uniquement les rois qui pouvaient se les offrir, mais les objets pour le public ont été réalisés par des constructeurs français qui là, eux, se sont mis à la portée des clients pour vendre des objets qui étaient beaucoup plus accessibles. Je préfère nettement les automates dans le style du petit personnage qui est à la foire et qui, lui, a une mise en scène très rigolote parce qu'il tape sur une tête d'une grenouille et puis ensuite il tape une première fois, il tape une deuxième fois et là il regarde le cadran et quand il a tapé sa deuxième fois un peu plus fort parce qu'il n'avait pas tapé assez fort la première fois, là il déclenche un mécanisme à l'intérieur de l'automate qui va nous faire marcher, nous faire sortir une lune en haut du mât, et la lune lui sourit et lui tire la langue. Cet objet est nettement plus beau que les petites poupées avec des têtes porcelaine et qui ne vont avoir que d'amener un bouquet à leur nez. Ça n'a pas la même mise en scène. Un jour, j'ai fait l'acquisition d'un conscrit de Vichy. Et ce conscrit, alors lui, il est excessivement mouvementé. Il a, je ne sais plus si c'est 9 ou 10 cames. Et c'est un conscrit qui revient du conseil de révision et qui est en train de boire un coup. Et alors là, on a réellement l'impression que c'est un être vivant. Il se déplace, il a des mouvements, il respire, il a des rictus. Ils ont réellement des visages humains qui rapprochent le plus de l'homme. Si ce joueur de tambour interprète réellement une ritournelle, c'est parce que des mécaniciens de génie ont su, dès le XVIIIe siècle, grâce au développement de l'horlogerie, créer des automates perfectionnés, non pas uniquement pour amuser le public, mais plutôt pour l'instruire et faire progresser la science. Avec son joueur de flûte traversière, Jacques Vaucanson, qui avait fait des études de médecine, s'était intéressé au mécanisme du souffle chez l'être humain. Son autre anatomie mouvante, le joueur de galoubet et de tambourin, fut l'aboutissement de cette recherche. Mais l'automate le plus étonnant de tous n'avait pas l'apparence d'un être humain, mais bien celle d'un canard. Pour Vaucanson, il s'agissait d'étudier, à travers cet oiseau, le mécanisme d'ingestion du grain, de sa macération et dissolution, ainsi que son expulsion sous forme liquide. Quelques 30 années plus tard, entre 1770 et 1772, la famille d'horlogers suisses, les Jacquet-Dreux, poursuivit les démarches de Vaucanson avec 3 androïdes capables d'exécuter des tâches propres à l'être humain. Installé au musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, le petit écrivain est capable d'écrire n'importe quel texte qui lui est demandé. À l'aide de sa plume d'oie, il forme naturellement les lettres les unes après les autres. Pour ce faire, comme tout être humain, il observe les pleins et les déliés au contact d'un papier qui se déplace automatiquement. Il est ainsi capable, sous la dictée, ou par le biais d'une programmation, de rédiger des phrases de 40 lettres ou signes en respectant les alignements et les espaces.
Son petit frère, Henri, exécute plusieurs dessins sans que le papier ne se déplace pendant l'opération. Aujourd'hui, il réalise pour nous le portrait de Louis XV. La première étape de son travail consiste à placer les traits principaux. Si vous disposez une boulette de papier sur sa table, vous remarquerez qu'il souffle régulièrement sur son ouvrage pour éliminer toute poussière. La deuxième étape consiste à enrichir son œuvre de traits plus précis, puis d'ombres. Enfin, vient la troisième et dernière étape, au cours de laquelle Henri corrige son dessin. Outre le portrait de Louis XV, Henri s'est exécuté les portraits de Georges III et de la reine Charlotte d'Angleterre. Il réalise même le dessin de son chien. Enfin, notre artiste est également l'auteur d'une curieuse scène de genre, le papillon conduit par l'amour. Marianne est nettement plus grande que ses deux frères. D'une grâce parfaitement naturelle, elle est capable de jouer 5 airs différents. À cet effet, elle déplace les mains sur le clavier d'un orgue indépendant et suit du regard ses doigts actionner réellement les touches de l'instrument en fonction des airs exécutés. Si vous êtes attentif, vous pourrez même la voir respirer de haut en bas, comme une vraie femme. En ce moment, je suis en train de travailler sur la restauration de cette lune. Et pour trouver comment fonctionnait cette mécanique, je me suis rapproché de mes radios que j'ai fait sur un automate qui m'avait été prêté par un ami, que j'ai radiographié à l'hôpital. Et j'ai réussi à déterminer l'utilisation de ces bielles. Nous avons une première bielle qui rentre dans un mouvement oscillant. Ce mouvement oscillant est transformé en mouvement vertical, qui ce mouvement vertical va être transmis pour faire monter et descendre l'œil. On voit bien l'œil qui bouge, qui monte et qui descend. Donc, on a obtenu le mouvement de l'œil qui est la lune en train de regarder Pierrot qui joue sur sa mandoline. Il bouge. C'est bon. Je vous présente cet automate qui est bien particulier car je l'ai découvert tout à fait au début de ma collection. C'est un petit ramoneur qui est dans une cheminée qui mange son sandwich. Le ramoneur est interrompu par une araignée qui arrive du conduit de cheminée. Il laisse tomber son sandwich et le chat lui mange son sandwich. Et le petit ramoneur va lui donner un coup de pied.
Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cames. Ces 7 cames font fonctionner. Cette came actionne le petit chat. Il actionne la tête et la langue. Ensuite, nous avons la came d'à côté qui actionne l'araignée par l'intermédiaire de cette tringle. Ensuite, nous avons les 1, 2, 3, 4 et 5 cames qui font marcher les différentes parties du corps. Et nous avons la boîte à musique qui est située au-dessus du moteur et le pignon de la boîte à musique est entraîné par le pignon du barillet du ressort. Il y a 2 périodes dans l'année qui sont très importantes pour un collectionneur. C'est l'approche du mois de mai et l'approche du mois de décembre. On a hâte d'aller à la galerie de Chartres pour rencontrer Maître Lelièvre qui va nous mettre en appétit d'abord par un catalogue. Et c'est là où on découvre toute la multitude d'objets qui vont être mis en vente. Et après passage de 2-3 fois vite fait, on s'arrête sur un objet qui s'accroche et qu'on prend à cœur et qui ne va pas se décrocher du cœur tant qu'on ne va pas être aux enchères. Et ensuite, quand on arrive dans la salle de la galerie de Chartres et que l'on voit cet étalage d'automates et de musique mécanique, on est réellement dans un lieu mystérieux et très passionnant. J'ai prêté serment au 1er janvier 1977 et en octobre 1977, avec mon père, on faisait la vente de la grande collection de Jacques Courtois, le fameux ventriloque. Et donc, en connaissant Jacques Courtois et en connaissant tous ces automates, j'ai appris à connaître la technique, l'histoire, les fabricants des automates. À cette vente est venu un autre grand collectionneur, Jacques Damiot, qui lui était le fameux antiquaire, décorateur, ami de Madeleine Castin, qui lui plutôt s'intéressait à l'objet en tant que magie, en tant que décoration, en tant qu'âme, et qui ne s'intéressait pas du tout à la technique. Donc les deux Jacques, si je peux dire, m'ont permis d'approcher d'une part la technique, l'histoire, et d'autre part l'âme de l'automate. Je me rappelle de la fameuse charmeuse de serpent de Decamps, charmeuse de serpent, qui est cette superbe femme qui charme justement un serpent et qui a un corps qui ondule, le serpent qui ondule, et qui a fait un prix record à l'époque, 100 000 francs, et qui justement a été acheté par Jacques Damiot. Alors, le conseil de révision, je me souviens, il y avait plusieurs personnages, le médecin, les militaires qui étaient plus ou moins habillés. Cet après-midi, je ne sais pas comment vont être les enchères, mais il y a quand même 5-6 automates qui sont vraiment dans un très bel état d'origine. Bon, il y a le grand automate, la grand-mère et ses petits-enfants qui est prodigieux. D'ailleurs, la conception et l'invention de la scène. Et puis quand on regarde tout le mécanisme qui est en dessous,
tous ces cames en bois donc, traditionnels des Falibois, leurs grandes roues en bois qui démultiplient tout l'ensemble. C'est vraiment un automate de grande qualité puis de grande fraîcheur. Puis après, il y a ces automates qui sont plus classiques du style Android, qu'on peut mettre sur une commode. Il y a le pêcheur qui pêche la coquille Saint-Jacques, qui est vraiment dans 100% dans son état d'origine. Il y a le noir joueur de banjo, qui faisait partie de la collection de Jacques Damiot. Il y a le mexicain joueur de sitar. De Decamps, tout ça, c'est vraiment des automates fort sympathiques. Bon, 88, voilà, on va laisser de là. Un petit tour de manivelle, vous l'avez vu, c'est cet automate de la maison Falibois avec un mécanisme très sophistiqué, très très grand automate, avec les deux enfants qui pêchent. L'un se penche, la grand-mère lui dit mais ne te penche pas, et il manque de tomber. Et la grand-mère s'arrête complètement effrayée. Voilà. Avec musique bien sûr, parfait état, parfait état. Et ce qui a preneur à 15 000 € pour commencer ce grand automate très sophistiqué de la maison Falibois. À 15 000 votons pour cet automate de la maison Falibois. À 15 000. C'est une scène qu'on a rarement vue et qui est très intéressante. C'est un sujet que j'ai jamais vu auparavant, qui est intéressant dans les mouvements. Et ça, c'est une curiosité. Il n'est pas répertorié. Même dans mes documents, je n'ai pas ce modèle. Au moment où on est dans la salle et où on est en train d'acheter quelque chose, et quand on attend les secondes avant d'avoir la tombée du marteau, on se trouve dans un état second, on est réellement... on ne peut pas s'imaginer quand on n'est pas à ce moment-là. Numéro 89. Voici un automate d'origine prestigieuse, puisqu'il appartenait à la collection de Jacques Damiot. Ce joueur de banjo qui est en parfait état, je le commence à 6 000 €. 6 000 € pour ce noir joueur de banjo, très jolie tête, à 6 000. Et il y a preneur. Selon les personnes que l'on rencontre dans la salle, on se dit, l'objet, on ne pourra pas l'avoir, parce qu'on a des personnes qui vont mettre beaucoup plus cher que vous. Et là arrive le moment fatidique où on a l'objet qui est annoncé, qui est présenté par Maître Lelièvre, et commence à se dérouler, s'égrener, une kyrielle de chiffres. 6200 par monsieur, 6500, 6800, 7000, 200. La tension monte et on prend une... 7, 8000. 8000 nous sommes pour cet automate noir joueur de banjo. À 8000. Quand on attend les secondes avant d'avoir la tombée du marteau, on se trouve dans un état second, on est réellement... ça se passe à l'intérieur, on ne peut pas le filmer, c'est à l'intérieur du corps où on a cette sensation. Et alors quand on perd un objet, on a une déception énorme, et quand on gagne l'objet, on a aussi une drôle de sensation. 8000. On se dit, mais je suis fou, j'ai encore mis autant d'argent dans cet objet. Mais c'est la passion. Et une passion, ça ne se discute pas. Et voilà, la partie est installée. Et en même temps, nous aurons la bouche qui marchera.
Pierrot, tu pourras noter pour demain que l'on rajoute quelques gouttes de dégrippant et quelques gouttes d'huile pour faire fonctionner notre Pierrot la Lune.